Allô, 1, 2, oui. Alors, bon après-midi à tous. Alors, il nous faut un gardien du temps pour bien vérifier qu'on ne dépasse pas trop le... Alors, on commence un petit peu en retard, il est 14h15. Est-ce qu'on peut avoir jusqu'à 16h15 on va avoir cet après-midi? Enfin, pas cet après-midi, c'est dépendra. Il n'y a personne là. On accueille aujourd'hui Marc Tronchard, qui est élu à Villette-sur-Lot, pour le conseil municipal. Sa fille Lucille Tronchard, qui en plus a été en stage avec le sénateur Pierre Cavani. Pierre Cavani étant sénateur de Lot-et-Garonne, mais étant aussi un des membres de la mission d'information sur le rugby. Martine Alcorta, conseil régional à la région qui n'est plus Aquitaine, mais Aquitaine, Poitou, Charente. Nouvelle-Aquitaine, d'accord. Et qui a porté l'amendement, la résolution du conseil régional de l'Aquitaine, qui a été votée à l'unanimité il y a un an, pour expérimenter un rugby sur le territoire de l'Aquitaine et de l'Aquitaine. Et Emmanuel Vigneault, qui est aussi au conseil régional d'Aquitaine. Et il va falloir préciser vos postes parce que je n'ai pas... Chargé de mission, innovation. Chargé de mission, innovation sociale. Alors, ce que je propose, c'est peut-être de commencer par Martine Alcorta qui a présenté de commencer par la région, d'aller au Sénat et puis de finir par la commune. Merci, bonjour à toutes et à tous. On va faire cette présentation à deux voix, parce qu'Emmanuel est chargé de travailler sur cette mission du revenu universel. Alors, cette mission, elle consiste en quoi? Elle consiste à mener ce qu'on appelait une étude de faisabilité pour une expérimentation du revenu universel sur... Alors au départ c'était la région Aquitaine, maintenant sur la grande région. Ça ne veut pas dire que ça se fera sur toute la grande région, mais on va préciser au fur et à mesure. Alors, le petit historique, parce qu'effectivement c'était une motion qui, lors de la mandature précédente, avait été présentée par les élus écologistes, qui demandaient à ce qu'on inscrive au budget de la région la possibilité de faire une étude d'expérimentation, d'étude de faisabilité pour expérimenter le revenu universel sur, à l'époque, le territoire aquitaine. Donc cette motion, elle a été votée à l'unanimité, mais pour la petite histoire, je vais quand même raconter comment ça s'est passé. C'est que quand j'ai présenté la motion, la plupart des élus qui étaient présents et des partis, outre le parti écologiste, il y avait aussi le parti franco-gauche citoyen qui s'est prononcé pour, les autres partis m'ont regardé en se disant mais de quoi elle parle, qu'est-ce que c'est ce truc-là, et ils ont totalement déconsidéré cette proposition à tel point qu'ils ont dit on ne prend pas part au vote. Et bien, ce que j'appelle la force de l'improbable a fait que, comme ils n'ont pas pris part au vote, et que les deux groupes politiques qui ont voté pour, nous on a dit c'est passé à l'unanimité et on a commencé à tweeter et à le répondre et puis on a fait vivre cette unanimité. Alors comment on a continué à le faire vivre? Eh bien, c'était au mois de juin 2015, donc c'était la fin de la mandature. Ensuite il y a eu une campagne et nous avons porté ce projet dans nous les écologistes, dans notre campagne, et puis au second tour nous avons fait alliance avec le Parti Socialiste. Et dans la campagne de la mariée, on a mis dans l'accord de majorité, on a mis donc cette demande d'étude de faisabilité pour l'expérimentation du revenu universel. Voilà, donc les élections ont eu lieu, vous savez qu'on est dans une très grande région et que maintenant les choses se mettent en place de manière très difficile, très compliquée, donc ça prend du temps. Malgré tout, ces difficultés, depuis le mois de janvier, on y a travaillé et notre feuille de route est terminée. Emmanuel précisera plus le contenu de cette feuille de route qui va démarrer donc en septembre jusqu'en juin 2017. Donc on s'est donné une année où il y aura 3 rencontres importantes
pour co-construire, et c'est important de dire, pour co-construire ce que pourrait être cette expérimentation. C'est-à-dire que quand on me dit aujourd'hui, et c'est quoi cette expérimentation, qu'est-ce que vous allez faire, je dis, je ne sais pas, c'est pas moi qui vais construire l'expérimentation, on va la co-construire avec qui? Avec eh bien, tous les acteurs de la société civile qui pourraient être intéressés ou impliqués par un revenu universel. Donc, Emmanuel précisera peut-être le nombre d'invités que nous avons à la première, je pense que c'est 270. Pour vous donner une idée, bien sûr, il y a les autres collectivités territoriales, comme les départements. Il y a des maires de communes qui se sont portés volontaires. Mais il y a aussi Pôle emploi, il y a la CAF, il y a les syndicats, bien sûr le mouvement français qui est une base, les missions locales, enfin voilà, tout ce qui peut être touché par cette question. Donc, la feuille de route, j'en parle pas là, c'est Emmanuel qui la présentera. Je voulais juste préciser quelque chose, parce qu'on me dit, mais pourquoi c'est la région qui veut faire ça? En quoi est-ce que la région est compétente? Finalement, c'est le département qui a la politique sociale, donc ce serait plutôt le département. Alors, premièrement, moi, ma réponse, c'est de dire que c'est pas la région, et ça ne peut pas être la région tout seul, ça ne peut pas être le département tout seul, ça ne peut pas être commune tout seul, mais je n'envisage pas cette expérimentation s'il n'y a pas un partenariat entre, les acteurs que j'ai cités, mais aussi entre différentes collectivités. C'est-à-dire qu'il faudra effectivement que sur les 12 départements qu'il y a dans cette grande région, il y a des qui disent ok, nous aussi sur notre territoire on est d'accord, et qu'il y ait des maires de communes, puisque je pense que l'expérimentation elle se fera à l'échelon de communes, elle ne se fera pas à l'échelon bien sûr de la grande région, mais je n'envisage pas la possibilité de cette expérimentation sans ce partenariat. Et donc en fait la région, ce qu'elle fait, elle joue le rôle de catalyseur pour créer cette synergie de partenariat. Et j'espère que donc la sauce va prendre. Alors après, la deuxième question qu'on me pose, on me dit, mais voilà, c'est plutôt ça relève de la politique sociale, la région c'est la politique économique. Ce à quoi moi je réponds, pour moi, revenu universel, c'est ni politique économique, ni politique sociale, c'est à la fois c'est les deux à la fois. Et pour moi, ça implique aussi qu'on on invente un nouveau paradigme qui change les liens entre les deux. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui implique à la fois politique économique et politique sociale. En même temps, réfléchissons un peu à ce que c'est qu'une politique publique économique. Parce que souvent on dit, voilà, la région, c'est ses compétences économiques. Mais souvent, on dit, mais ça consiste en quoi? Ça consiste à donner des sous aux entreprises. Aux entreprises dans le cadre de la politique économique. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors si on regarde les textes, la politique publique en matière d'économie, elle a pour objectif de soutenir la croissance en faisant en sorte que les entreprises puissent augmenter leur compétitivité. C'est ça, hein, si vous lisez les textes, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau de la loi NOTRe, c'est la politique économique, la région, c'est ça son rôle. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça pour augmenter les dividendes des actionnaires? J'espère que non. Mais au bout du compte, pourquoi est-ce que l'objectif de la région c'est de soutenir les entreprises? Au bout du compte, il y a quoi? Il y a l'emploi. Il y a l'emploi, c'est ça le but de la politique économique d'une région, c'est qu'au bout du compte, il y a l'emploi, avec toujours l'espoir du plein emploi. Donc on est quand même dans un objectif social. Pas en politique économique, mais avec un objectif social. Et alors, pourquoi l'emploi? Parce qu'on est dans un paradigme de politique publique qui pense que, comme c'était au siècle dernier, que c'est par l'emploi qu'on arrive à réaliser les 3 buts humains, celui de donner à chacun un revenu d'existence, celui d'insérer les personnes dans la société, et celui d'attribuer à chaque personne une valorisation et une reconnaissance sociale. C'est pourquoi le but, pourquoi l'emploi? Parce que derrière l'emploi, on pense qu'il y a ces 3 buts qui sont des buts sociaux, des buts humains. Le constat que moi j'ai fait aujourd'hui, et je pense qu'on peut vous partager, c'est que aujourd'hui on voit les limites de l'atteinte de ces trois buts par l'emploi. On voit bien aujourd'hui dans le contexte socio-économique dans lequel on est qu'il devient de plus en plus difficile pour une politique publique de pouvoir à la fois maintenir la compétitivité de l'entreprise par la flexibilité, etc. et
la sécurisation des parcours de vie. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est dans une impasse totale et que sur le marché du travail, on n'arrivera jamais à maintenir les debout. Et on le voit bien dans le bras de fer qu'il y a gouvernement syndicat. On voit bien qu'il est difficile aujourd'hui de sortir de ce bras de fer et je ne suis pas convaincue que ni l'un ni l'autre n'ont véritablement les solutions. On voit qu'aujourd'hui, il faut changer nos paradigmes et il faut peut-être changer, ce que je disais au départ, les liens entre l'économie et le social. Et du coup, c'est autant la région que le département, mais en même temps, je le répète, ce n'est ni la région toute seule, ni le département tout seul, ni le pays tout seul qui pourra faire ça, sans compter l'État, parce que la région, elle s'est engagée à produire une étude de faisabilité de l'expérimentation. C'est-à-dire, on va construire ensemble qu'est-ce que pourrait être cette expérimentation, quels sont ses paramètres, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut mesurer, qu'est-ce qu'on veut évaluer. Ça va se construire. Donc la région finance cette étude, cette co-construction. Mais ce n'est pas la région qui va ensuite, si l'expérimentation se met en place, je suis très clair là-dessus, ce n'est pas la région qui va apporter le financement pour distribuer le revenu de l'expérimentation. Donc à ce moment-là, il va falloir aller chercher un partenaire qui sera l'État. Donc ça, on se projette en septembre 2017. C'est compliqué aujourd'hui de savoir à quelle porte il va falloir aller taper. Donc on attend que les élections soient passées pour aller taper à la porte de l'État et leur demander s'ils veulent bien donc apporter le financement pour cette expérimentation. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou si je vais être trop longue. Ça va. Donc juste un dernier point, parce que c'est aussi une question qu'on me pose, mais je sais que je m'adresse à des connaisseurs et des convaincus, donc je ne vais pas faire redire tout ce que je pense et pourquoi je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de penser à un revenu universel. Mais souvent on me dit, mais c'est pas avec ton revenu universel que tu vas changer le système. Donc à ça, moi je dis, non, c'est peut-être pas le but non plus, mais en même temps, peut-être qu'à court terme, ça va pas le changer. Et moi je crois en quelque chose, c'est que le revenu universel, il va redonner une richesse qu'on a perdue, c'est du temps. Et je crois qu'avec une vie beaucoup plus posée, beaucoup plus lente, avec moins de pression, on va peut-être recréer de la pensée collective, on va peut-être réouvrir des imaginaires culturels, des imaginaires sociaux, et qui vont, eux, avoir la force de penser le changement, parce qu'aujourd'hui, je trouve que ce qui nous manque beaucoup, c'est cette révolution des imaginaires culturels, que c'est ça la vraie force pour un changement pacifique. Et sinon, moi, j'ai pas la baguette magique pour changer le système. Mais en même temps, autant je suis persuadée qu'effectivement, le revenu universel, c'est pas la baguette magique pour changer le système, mais je crois qu'à long terme, on peut apporter les conditions d'un changement qui se fasse de manière citoyenne et pacifique. Donc je vais donner la parole donc, à Emmanuel, parce que peut-être que vous avez envie de savoir un peu plus que cette feuille de route qui s'est donnée à la région, comment elle se concrétise. Jean-Éric, tu me donnes la parole? Ah oui, Excusez-moi. C'est coopératif. Okay. Donc, juste brièvement me représenter. Donc, je suis Emmanuel Vigneault, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine, à la direction de la recherche, je le précise parce que c'est important pour la suite de mon propos. Donc, je suis chargée de mission pour les sciences humaines et sociales et pour l'innovation sociale. Et dans le cadre de la feuille de route de nos nouveaux élus, Martine n'est pas une nouvelle élue, mais elle a une nouvelle feuille de route, il y avait le revenu universel. Voilà, par le fait qu'il y a aussi une recherche-action, une dimension de recherche-action dans cette mission, je suis devenue pilote de la mission pour le compte de Martine Alcorta. Enfin, pour le compte de la région, bien sûr, mais je travaille avec Martine Alcorta, évidemment. Pour le compte de l'élu régional. Non, mais c'est important de le distinguer, parce que moi, je suis là aussi aujourd'hui au titre de mon travail. Je ne suis pas là au titre de ma personne. J'ai des opinions, mais bon, voilà, aujourd'hui, je travaille et je représente la région. Je vais vous expliquer en quatre points rapidement, mais après on pourra en débattre et répondre à vos questions. En quoi consiste cette démarche? Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle la comitologie. Donc, on a mis en place différents comités. Un comité de réflexion, un comité scientifique et un comité de pilotage. Juste
Jusque-là, tout va bien, c'est très simple. Le comité de pilotage, ce sont les élus, transpartisans, donc, un élu pour chaque groupe politique, qui pilote la démarche, qui définit le calendrier, qui valide les différentes étapes et qui propose. Ce comité de pilotage s'est déjà réuni 2 fois. Il va à nouveau se réunir un certain nombre de fois d'ici juin 2017. Ensuite, il y a un comité de réflexion qui comprend aujourd'hui 250 personnes. Je dis aujourd'hui parce qu'il est ouvert et Martina Corta a souhaité rendre la démarche très ouverte. Donc on peut avoir oublié certaines structures, on les ajoute au fur et à mesure quand on s'est rendu compte de nos oublis. Dans ce comité de réflexion, il y a aussi bien des scientifiques, mais ce ne sont pas les mêmes que dans le comité scientifique. Donc il y a des scientifiques, il y a des représentants de toutes les structures institutionnelles qui œuvrent dans le domaine de l'emploi, de l'insertion professionnelle, de la formation professionnelle, de la lutte contre le chômage. Il y a également des représentants des syndicats, des représentants de partis politiques, des représentants d'associations de consommateurs, des associations d'étudiants, des associations d'amélioration du cadre de vie, des associations environnementales. J'oublie certainement beaucoup de monde, 250 personnes, je ne peux pas citer tout le monde. Il y a ensuite un comité scientifique qui, lui, est chargé, donc qui est composé de chercheurs, enseignants-chercheurs, et qui est chargé du volet expérimentation, protocole, méthode. Donc c'est pas du tout le volet recherche sur le revenu de base, c'est-à-dire les effets potentiels d'un revenu de base, le financement, c'est pas du tout ça. C'est comment on expérimente, quels sont les écueils, la dimension juridique bien sûr, parce qu'elle est très importante, c'est-à-dire comment on arrive à faire adopter par le Parlement une loi en vue d'expérimenter. Il y a ces différentes dimensions-là. Et ces 3 comités, donc comité scientifique, comité de réflexion et comité de pilotage, travaillent ensemble, vont se réunir pour la première fois le 30 septembre. Donc il y a des personnes parmi vous qui vont être invitées à adapter ces locaux à la dimension géographique nouvelle. Ça, c'est quand même une contrainte forte. L'objectif de cette comitologie, c'est de faire travailler le plus de monde ensemble, des personnes qui ne se connaissent pas forcément toutes, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et de rester ouverts. C'est-à-dire on est dans une dynamique ouverte. Si on a oublié, on les intégrera dans le cours de la démarche. Le calendrier, Martine en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Les principes, il y a à mon sens 3 principes qui dirigent la démarche. Je n'avais rien préparé, je ne pensais pas devoir m'exprimer devant vous, mais je venais plutôt, moi, étant militant et membre des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts depuis, je ne crois plus, mais une dizaine d'années. Effectivement, j'ai toujours été très sensible au revenu de base et pour moi, en tant que militant en premier et élu en second, c'était de venir à votre rencontre pour voir comment peut s'inscrire le revenu de base dans une démarche politique de renouvellement et d'agitateur d'idées. Parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, le débat politique est véritablement fossilisé et que l'idée du revenu de base peut remettre de la pertinence dans le débat d'idées, notamment parce que ça repose des questions à plusieurs niveaux. D'abord, la notion du travail, du temps de travail, la notion comme tu l'as dit Martine, du temps libre, et qu'est-ce qu'on fait du temps libre, la question aussi de la formation tout au long de la vie, parce que on le voit bien porté par le département, ça peut être pris sous la focale, donc c'est essentiellement du niveau social. Porté par la région, ça peut être pris sur la focale de l'économie et de la relation à l'entreprise et à la productivité. Et quelque peu, on est dans une planète une et unie, et comment on peut
continuer à se développer, comment on peut continuer à vivre en harmonie, comment on peut continuer à faire de la redistribution et à faire un filet social tant en protégeant les ressources une et unies de la planète, qu'on puisse tous vivre sur celle-ci sans vivre au détriment des autres. Et c'était un peu venir à votre rencontre pour échanger avec vous, pour voir à peu près ce que vous portez comme valeur, parce que en discutant un peu autour du repas avec vous, j'ai vu qu'il y avait à parler ce qui était accessible et l'illusoire et comment faire le lien entre ce qui gravite autour de l'illusoire qu'on voudrait, qui revienne au sein de la société, pour que ça soit accessible, que ça soit retranscrit demain dans des politiques. Voilà un peu pourquoi je suis venu et pourquoi j'ai répondu avec grand plaisir à votre invitation. Merci à vous tous, parce que c'est un plaisir de vous avoir accueillis. On va tout de suite donner la parole à la salle. On va faire 3 questions par 3 questions. Et vous me dites à chaque fois qui voulez intervenir. N'hésitez pas, surtout qu'il y a les locaux qui sont là, les Lot-et-Garonne. Alors. Bonjour, je m'appelle Deb. Je suis membre du mouvement Lot-et-Garonnais pour un revenu de base. Donc c'est évident que je me sens tout particulièrement concerné par ce qui se passe ici. J'ai envie de vous exprimer un petit peu mon étonnement, parce que j'entends parler de revenu universel. C'est la première fois que j'entends ce terme. Jusqu'à présent, on a toujours parlé de RSAI, c'est-à-dire le RSA inconditionnel. Alors, y a-t-il une différence entre les deux? Quel contenu mettez-vous dans ces deux termes? Voilà, pour moi c'est quelque chose de fondamental. Je pourrais presque répondre à cette question, mais ce n'est pas vraiment qu'on me poser. Ah oui, alors d'abord, Mickaël, puis Bertrand. Oui, j'entendais du coup un groupe de réflexion avec pas mal d'acteurs, du coup 250 personnes, et du coup j'imagine pour avoir la diversité. Et je me demandais du coup s'il y avait des méthodologies ou comment vous comptiez mettre en avant toute cette diversité, si vous aviez déjà réfléchi à quelque chose ou si c'est encore des processus en cours. Là, ça m'intéresse vraiment, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi ici, de voir si on ne peut pas partager, voir comment mettre ça en place. Oui, vous êtes des élus verts qui prenez donc le revenu de base et j'aimerais savoir comment vous articulez les deux, à savoir dans la philosophie donc, de votre mouvement, comment vous intégrez le revenu de base et comment ce revenu de base peut être moteur pour effectivement une vraie politique de sauvegarde de la planète. Alors, avant de donner la parole aux élus, je vais peut-être tout de suite enlever le nez sur le RSAI, parce que c'est vrai que le RSA inconditionnel, il y a 1 an et demi, j'avais écrit ce texte dans le cadre juste avant les élections, d'abord départementales, puis régionales, sur la possibilité d'expérimenter un RSA inconditionnel, un peu comme, pour mettre le pied à l'étrier en disant, bon, le revenu de base, ça c'est difficile à expérimenter, commençons par le RSA. Et donc après, le mouvement politique a dit, bon bah ça c'est peut-être une opportunité, on peut essayer de commencer là-dessus. Et puis après, la donne changeante, surtout la donne politique, le fait qu'on parle de plus en plus de revenu de base, et le fait que si ça se trouve, on peut même expérimenter un véritable revenu de base comme RSAI, moi personnellement, mon discours a changé. Que je pense qu'il est peut-être possible techniquement d'expérimenter un vrai revenu de base plutôt qu'un RSAI. Mais c'est évidemment, ça veut dire aussi tout le travail qui est. C'est un saut quantique là. C'est un saut, donc on va peut-être essayer. Après, est-ce qu'on s'arrête au RSAI ou est-ce qu'on va avoir une base? Ça va être un peu décidé par les élus. Je vous laisse la parole. Oui, alors pour répondre au terme, en fait j'ai utilisé le revenu universel après avoir beaucoup réfléchi. Donc c'est pas moderne, vous l'avez noté, mais pourquoi? Parce que quand je suis interviewée, quand je vais
dans des débats, j'avais tendance à utiliser revenu de base, revenu d'existence, comme ça. Et alors pourquoi j'ai choisi, du coup je ne savais plus trop quelle formule utiliser. Pourquoi revenu universel? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai deux casquettes. J'ai la casquette élue à la région, déléguée à l'innovation sociale et sociétale, dans laquelle j'inscris l'expérimentation. Et comme vous l'avez compris, cette expérimentation, moi je ne peux pas présumer maintenant de ce qu'elle sera, de ce qu'on voudra voir. Est-ce que ça sera un RSA inconditionnel? Bon, moi, je pense que ça fait partie des propositions qui sont possibles. Mais du coup, j'ai essayé de trouver un terme générique. Et j'ai trouvé que revenu universel, c'était peut-être le plus générique, qui ne m'obligeait pas à prendre déjà part pour une proposition particulière, dans la mesure où je veux laisser ça ouvert à la participation. Donc voilà la raison pour laquelle j'utilise ce terme. Je ne mets pas vraiment derrière, je le prends plutôt comme un terme générique que comme un terme derrière, je mets quelque chose de vraiment concret. Ensuite, sur la question des ateliers, je vais laisser, sur la question que vous avez posée, parce qu'effectivement, 250 personnes, c'est pas la grande messe, on va faire des ateliers, mais je vais laisser Emmanuel répondre sur la question de l'écologie. Peut-être on sera deux à répondre. Moi, ma réponse d'abord, ce que j'ai en regret, c'est que dans mon parti, on a été un des précurseurs, on est des premiers partis à avoir inscrit ça comme dans notre programme. Charte, oui, politique, voilà, donc dans notre projet, notre programme national, on va dire comme ça. Et depuis, je trouve qu'on n'a pas avancé et qu'on est vraiment en retard dans ce que, du coup, en participant au débat, je me rends compte qu'on n'en est plus au principe. On n'est plus au principe, aujourd'hui, on en est vraiment à se dire qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on veut, et quelles sont les déclinaisons, comment on le finance, est-ce que ça modifie la protection sociale, qu'est-ce que ça modifie pas, etc. Et toutes ces questions, moi je regrette qu'on n'ait pas avancé dessus. J'ai fait une proposition pour le travailler. Mais bon, voilà, et j'espère qu'on va rattraper ce retard. Sinon, personnellement, en tant qu'élu écologiste, pour moi, c'est le cœur de l'écologie politique. Pour moi, la richesse, c'est ce que Amartya Sen dit, c'est la capacité de pouvoir choisir sa vie. Donc, le revenu universel, la principale qualité pour moi, c'est de redonner de cette liberté de pouvoir choisir. Voilà. C'est pour moi le fondement de l'écologie politique, c'est le concept d'autonomie, mais derrière, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce concept d'autonomie, mais c'est vraiment redonner au maximum la capacité de choisir et de ne pas subir, même si, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes, qu'il n'y a pas de limites, mais que comment est-ce qu'on arrive à s'approprier des contraintes en faisant de l'autocontrainte, en faisant de l'autolimite, etc. Voilà, et moi, je ne vais peut-être pas développer quel lien je fais, mais c'est une des vertus principales pour moi du revenu universel, ça serait de redonner une marge de liberté, ne serait-ce que, c'est cumulable avec un emploi, mais soit, soit ça vous donne la possibilité soit de courir derrière la richesse, qui est de gagner plus pour consommer plus, soit ça vous donne la liberté de gagner moins, de gagner du temps pour faire beaucoup de choses par soi-même qu'on n'a pas besoin d'aller consommer. Voilà. Et c'est cette liberté que aujourd'hui je trouve qu'on n'a plus. Cette liberté, parce qu'on est de plus en plus sous la pression du marché du travail. Donc le revenu universel, pour moi, ne va pas évidemment supprimer le marché du travail, mais je crois qu'il peut, et là peut-être qu'il faut rentrer dans le détail du montant, etc., mais il peut en tout cas libérer de la tyrannie du marché du travail. C'est déjà une bonne avancée. Oui, c'est une question qu'on s'est posée, bien sûr. Comment faire travailler ensemble 250 personnes et surtout comment arriver à leur faire produire quelque chose qui soit à la fois intéressant pour eux, pour nous, et qui soit réutilisable. Puisque notre objectif, c'est aussi d'avoir un livrable dans un an, enfin un peu moins d'un an. Alors tout simplement, par atelier, on va faire travailler ces 250 personnes par atelier thématique. Sur des thèmes qu'on a préétablis, on a décidé, et la composition des ateliers n'est pas libre. Nous avons également
pré-composer les ateliers avec plusieurs contraintes ou critères en tête. Voilà, alors, les 5 ateliers de mémoire ici. Un atelier sur l'expérimentation, un atelier sur l'équité, équité générationnelle, équité de genre, équité sociale, équité devant le handicap, un atelier sur l'inconditionnalité, un atelier sur le travail et un atelier sur la protection sociale et le 6e. Voilà, les principes et la philosophie du revenu universel ou revenu de base. Pour moi, les deux termes sont interchangeables. Voilà, donc une trentaine de personnes par atelier. Dans chaque atelier, un rapporteur, un animateur. Donc, les rôles de chacun sont clairement établis. Des objectifs, des livrables aussi à fournir chacun. Et ensuite, une méthode d'animation particulière. Un atelier va durer environ 2h30 avec une pause. Une méthode d'animation qui est fondée sur qui sera fondée sur le photolangage, l'utilisation de paperboard et de post-it, puis éventuellement dans certains ateliers la décomposition à nouveau sous-ateliers. Par exemple, l'atelier sur l'équité, il y aura peut-être un sous-atelier équité générationnelle, un sous-atelier équité de genre, etc. Voilà, donc on va essayer d'apporter des méthodes d'animation un peu innovantes. Le photolangage, c'est... Photolangage. Alors on met à disposition des participants un certain nombre de photos imprimées sur papier et on leur demande de choisir parmi ces photos une photo et d'expliquer leur choix en lien avec le thème de l'atelier. Donc c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire s'exprimer les gens, les personnes, voilà, sur la base d'une photo. L'idée, c'est d'arriver à ce que le maximum de personnes s'expriment le plus possible. L'animateur, il va donner la parole de façon équitable. Pardon ? Oui. Une autre façon de faire produire, c'est de donner un objectif très ciblé aux ateliers. L'objectif, c'est que chaque atelier produise une question qui sera posée ensuite aux conférenciers de la conférence publique le soir. Afin que les conférenciers répondent. Et l'atelier va aussi fournir une réponse. On va essayer. Et sur les questions de méthodologie, je vous invite à regarder du côté du design des politiques publiques et de l'école qui est près de Lyon. J'ai oublié il y a une école de design justement des politiques publiques. L'idée, c'est aussi de confronter la réponse de l'atelier à celle que feront les intervenants. Voilà, chaque intervenant répondra à la question. Donc, on a cité 5 intervenants. On essaie de choisir des intervenants avec des approches différentes. Et on apportera l'atelier, il y aura un rapporteur qui dira nous, dans cet atelier, voilà la réponse. On verra si c'est avec les acteurs de la société civile, est-ce que ça s'est plus rapproché des réponses ou est-ce que ces intervenants étaient complètement décalés par rapport à Non, pas spécialement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 1, 2, 3. Bonjour, je m'appelle Marie-Noël et voilà, je vous ai entendu parler d'un atelier sur l'inconditionnalité. Or, il y a quelque chose auquel je suis très attachée par rapport au revenu de base, ou comme vous l'appelez, peu importe, c'est l'inconditionnalité. Alors, je me demande pourquoi vous voulez faire un atelier sur l'inconditionnalité. Voilà. Et une deuxième question, c'est est-ce que votre idée du revenu de base ou machin truc est conforme à notre charte? Parce que nous avons 3 critères. Enfin, tu peux peut-être les dire. C'est je viens de la dire une, c'est l'inconditionnalité donnée à tous. Bon, dans le truc expérimental, c'est pas possible puisque c'est à tous.
sûrement sur un lieu géographique, et la non-annualité. Voilà. Ce sont des 3 critères qui font partie de la charte et auxquels je pense que tout le monde est quand même attaché, sinon on ne fait pas partie du MFDB. Bonjour, je m'appelle Michel Lyon, je viens de Bagnères-de-Bigorre, donc notre région, et nous avons créé un comité local du mouvement français pour le revenu de base. La question que je voulais vous poser en tant qu'élu, mais en tant que personne aussi, j'aimerais si c'est possible avoir les 2 réponses. Nous sommes affrontés, nous sommes des militants, donc nous sommes sur le terrain, et notre mission, de quelque sorte, c'est de parler aux gens sur le revenu de base. Beaucoup de personnes nous regardent aussi avec des grands yeux quand on en parle. Et la question que j'avais vous poser, c'est, en tant qu'élu, quelle est la marge de manœuvre que nous pouvons avoir pour parler du revenu de base, c'est-à-dire qu'est-ce qui est, entre guillemets, réaliste. Et en tant que personne, qu'est-ce que vous pensez, dans l'absolu, que ce revenu puisse, comment il pourrait être présenté en tant que personne. C'est-à-dire, quand vous en parlez entre vous, entre copains, j'ai envie de dire, comment vous en parlez en tant qu'élu, qu'est-ce que vous mettez comme limite, que ce soit faisable. Merci. Présentez-vous bien à chaque fois, c'est aussi de la vie. Bonjour, je m'appelle Valérie, je viens de Besançon. Comment, c'est une question qui ressemble beaucoup à celle de Michael, c'est comment on met en place un comité scientifique et surtout quels sont les résultats qui sont attendus de ce dernier, puisque vous avez bien signalé que vous lanciez cette consultation sans a priori. Donc, ma question n'est pas une question piège, c'est vraiment une question méthodologique. C'est parti. Alors, sur inconditionnalité, alors je partage tout à fait, c'est la base. Hein. Si c'est pas inconditionnel, c'est pas en place. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais alors pourquoi on fait un atelier là-dessus bien parce que on va inviter la société civile, 270 acteurs, et je pense que sur ces 270, il y en a qui ont vaguement entendu parler de base, mais qu'il y a toute une acculturation à faire. C'est aussi le but de cette démarche, c'est de faire de l'acculturation. Et pourquoi l'inconditionnalité en faire un atelier? Tout simplement parce que dans les débats où je vais, je sens que c'est quelque chose qui est une des premières résistances. Chez les personnes qui commencent à réfléchir. Ça va de moi j'ai pas envie de donner de l'argent aux fils de riches. Voilà. Et certains qui trouvent que c'est pas égalitaire. Donc ça pose quand même dans les consciences. Et donc moi je pense que pour faire avancer, pour répondre aussi à notre question, si on veut faire avancer cette idée, il faut petit à petit dépasser les résistances et tout ce qu'il y a dans les... Et ça va assez vite, parce que pour répondre à votre question aussi, moi je vois Pierre Camali, par exemple, je l'ai rencontré dans une circonstance à Paris, on a discuté, et il me dit, j'avoue qu'au début, quand vous avez laissé ça dans la région, franchement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là, j'étais pas du tout favorable, et puis plus j'y pense, et plus je me dis qu'il y a peut-être quand même quelque chose à aller voir de ce côté-là. On a rencontré le directeur régional de Pôle emploi l'autre jour. Il y a quelques personnes qu'on a été voir pour leur expliquer notre démarche du courrier, parce que par exemple le stagiaire Basile avait essayé d'avoir un entretien. Ça avait été très mal reçu par Pôle emploi, en disant qu'est-ce que c'est ces questions qu'on nous pose. Donc on s'est dit, bon, il faut quand même aller voir les gens. Et lui aussi, il nous a dit, moi aussi au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc, ce revenu, etc. Et plus j'y réfléchis, et plus ça me pose des questions, et il avait vraiment envie, il dit de 30, 50 balles, je ne pourrais pas être là, mais j'envoie quelqu'un. Et puis tout d'un coup, il nous proposait aussi d'autres expérimentations. Et c'est là que, moi je le disais tout à l'heure, c'est formidable si dans l'ensemble des personnes quand même qui sont des partenaires clés, si chacun dit, moi du coup ça me donne une idée, j'aimerais bien participer dans l'expérimentation, pas les missions locales qui peuvent se dire, tiens, on peut changer quelque chose.
moi je compte là-dessus. Peut-être que évidemment, tous les partenaires ne voudront pas peut-être apporter leur pierre à l'expérimentation. Mais quand je vois le directeur régional Pôle emploi qui tout d'un coup dit ah ben, j'ai peut-être des idées, à ce moment-là, là on est en train. Et comment réussir? Alors, vous inquiétez pas, c'est compliqué, c'est pas parce qu'on est élu que c'est facile d'aller porter. Ça dépend du public. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand je suis avec un public jeune, ça va très vite. Ça va très vite parce que je pense qu'il y a dans l'imaginaire culturel et social, il n'y a pas les mêmes résistances que dans d'autres générations pour qui déjà le travail c'est ce qui réalise la personne. Et ça, quand on a passé toute une vie avec une valeur qu'on s'est construite soi-même, moi je sais cet exemple qui n'a rien à voir avec le revenu universel, mais en même temps c'est important. J'étais vice-présidente aux politiques de l'habitat dans la mandature précédente. C'était organisé par une association de personnes qui s'occupaient du troisième âge. Il y avait un atelier avec des personnes du troisième âge et des jeunes qui venaient leur parler de leur projet d'habitat coopératif. Eh bien, petit à petit, personne ne s'en rendait compte, mais moi j'ai senti le malaise. C'est-à-dire qu'il y avait des jeunes qui venaient avec leur projet qui est super, d'habitat coopératif, et qui avaient en face d'eux des personnes qui n'étaient pas des personnes de milieu aisé, mais qui certainement avaient passé leur vie à travailler pour mettre de l'argent de côté pour avoir une propriété, et qui, c'était la valeur et le symbole de leur réussite sociale, et ils avaient en face d'eux une jeune génération qui venait leur dire mais tout ça, la propriété, c'est pas ça qui est valorisant, etc. Et c'est dur quand même, c'est dur. Il y a aussi ces dimensions culturelles qui sont très importantes, et avec le revenu de base, le revenu universel, on se heurte à ça. Alors ensuite, ce qui donne du poids, moi je pense que ce qu'on a fait à la région, ça a permis finalement, parce que moi je rappelle toujours quand même que quand on a présenté cette motion, on n'en parlait pas, enfin je ne parle pas de l'association, mais médiatiquement on en parlait pas. On n'en parlait nulle part. Et j'ai vu comment le regard par rapport à ce qu'on avait proposé a changé quand on a commencé à en parler dans les médias. Mais en même temps, c'est un tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est porté par une collectivité ou des élus, malheureusement, parce que moi je trouve qu'au contraire, ce serait mieux si ça donnait plus de poids parce que ça venait du monde citoyen, mais la société est ainsi faite que ça donne du poids s'il y a des élus qui s'en mêlent, peut-être que c'est un peu plus crédible. Si les médias le portent, alors là c'est encore plus... voilà. Bon, on peut le regretter, mais c'est une réalité, et je crois que chacun en peut contribuer à apporter une dimension de crédibilité. Mais je suis tout à fait d'accord, il faut absolument montrer que c'est faisable. Et l'expérimentation, c'est pour ça que on pourrait faire croire qu'on va faire une expérimentation comme ça du jour au lendemain, mais là ce serait vraiment de l'effet d'annonce. Moi je ne suis pas du tout dans l'effet d'annonce, je veux vraiment y arriver, je ne sais pas si on y arrivera. Je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps parce qu'on aura fait cette acculturation, on aura fait dialoguer tout le monde, mais vraiment le but c'est quand même d'arriver à l'expérimentation, mais comment rendre aussi crédible cette expérimentation. Et là je réponds à l'autre question, qui est la question de la recherche. Je ne crois pas à la possibilité de dire on va expérimenter sur une mini-société locale ce que pourrait être le revenu universel si on le mettait en place à l'échelle nationale. Parce que premièrement, je pense que ça, déjà pour le financement, ça implique les changements au niveau fiscaux, tout ça on ne va pas le faire dans l'expérimentation. Ça impliquera forcément des changements au niveau de l'éducation, au niveau de la formation. Voilà. Tous ces changements, c'est difficile au niveau d'une petite expérimentation locale. C'est pour ça que moi j'entends plus l'expérimentation au sens où on l'entend dans la recherche, dans ce qu'on pourrait appeler une recherche-action, c'est-à-dire qu'on va poser des hypothèses. Par exemple, je dis un exemple, mais en fonction du montant, ça n'a pas les mêmes effets. Voyons. Regardons. Est-ce qu'un RSA inconditionnel a les mêmes effets
un revenu avec un montant supérieur. Voilà. Regardons, on veut voir les effets que ça a. Est-ce que, ou alors ça peut être, est-ce que ça, quels effets ça a sur le public jeune, quels effets ça a sur un autre public, comparer le public. Et donc l'idée c'est qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on choisit de voir, parce qu'on ne pourra pas tout voir, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, et d'abord et surtout, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter pour apporter de la crédibilité à revenu universel. Montrer que même si on donne de l'argent, les gens ne s'arrêtent pas de travailler et ça ne les rend pas plus oisifs. Bon, allez, comment on fait pour montrer ça? Et donc, dans la recherche, c'est comme ça. On se dit, tiens, voilà, ma problématique c'est celle-là, je voudrais montrer ça. Maintenant, comment je fais pour le montrer? Et là, je réponds à une autre question aussi, c'est que les scientifiques, la question que vous avez posée, les scientifiques, ils ne sont pas là pour, et vous avez raison parce que ça pouvait être très confusion, ils ne sont pas là pour dire ça va être ça l'expérimentation, mais ils sont là pour dire voilà, si on veut expérimenter, si on veut que ça soit faisable, voilà les conditions de la faisabilité. Donc, pardon ? Oui, voilà, c'est un rôle de documentation. Le comité d'évaluation va dire mais nous, ce qui nous intéresserait le plus, c'est de voir ça. Voilà notre problématique. Et là, les scientifiques ils seront là pour dire bon, comment est-ce qu'on monte l'expérience pour arriver à montrer ça et avoir des questions. Voilà, comment dans le jargon scientifique, on dit comment est-ce qu'on opérationnalise ces questions-là. Et bien sûr, il y aura au bout du compte une évaluation. Et donc l'idée, c'est au contraire d'apporter de l'eau au moulin du revenu universel. Et peut-être que c'est les questions qu'il faut se poser, c'est ceux qui sont le plus en rapport avec les clichés. Et que, voilà, de dire, ben voilà, nous on a expérimenté ça, bon, ça a déjà été fait dans la plupart des pays où ça a été fait. On a déjà démontré que ça ne rendait pas les gens plus oisifs, mais au contraire, ça libérait la création. Alors on nous dit toujours oui, mais tu ne peux pas comparer la France avec la Namibie, avec le Kenya, etc. C'est pas les mêmes conditions. Faisons-le en France et voyons ce que ça donne. En France? On fait Lyon. Oui. Ça a été fait. Il y a un quartier où ils ont donné un revenu de base. C'est important. Ça a été fait. Ah oui, c'est Villeray. Je n'ai pas tous les noms, je ne suis pas très bonne pour me rappeler des noms, mais ça a été fait dans un quartier près de Lyon, avec grand succès. Ils ont donné le revenu de base à des personnes. Il y a une personne qui a créé sa propre entreprise. Alors le montant, il faudrait écouter, je n'ai pas assez d'informations pour vous les donner exactement, mais si vous voulez, je peux les envoyer à un des responsables pour le mettre sur le site dès que je l'aurai. En plus, les noms m'échappent, pourtant je le connais bien. Mais bon, j'ai un petit bug. François Plassard. Je sais qu'il y avait Villeray et qu'il y en avait d'autres. Villeray, c'est une personne qui avait 83 ans et qui avait c'est là par là que je suis arrivée. Il avait fait une grande information sur Toulouse. Voilà. C'est qui a financé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne peux pas vous donner de réponse, je ne suis pas sûre que ce soit vrai, ce serait... voilà. Mais si vous voulez, je peux vous écrire. Par contre, vous l'envoyez voilà, là-bas. Ah, et tout à fait, on va le faire. Alors, il y a 1, 2 et 3 questions. Ma question va être simple et directe. C'est vrai que de la théorie peut naître de la pratique et inversement, de la pratique peut naître de la théorie. Est-ce qu'il est nécessaire d'attendre les présidentielles, sachant que tous les scénarios annoncent une alternance, pour voir arriver un revenu de base libéral? Est-ce que ce ne serait pas mieux de prendre le taureau par les cornes et directement, sans attendre plus, lancer une expérimentation, même à courte échelle, qui puisse poser les bases d'un revenu universel? Merci Pascal. C'est Pascal de Rennes. Voilà, j'ai passé.
Bonjour, Raphaël de Haute-Savoie. Je voulais savoir si, dans cette question des expérimentations, si vous prenez en compte la question de la temporalité, de l'inconditionnalité de la temporalité, qui est une question assez compliquée, j'imagine, pour les expérimentations, mais finalement, on a déjà quelque part le chômage qui est une forme de sécurisation comme ça, ou d'expérimentation, mais à court terme, dans une temporalité limitée, et on sait que ça a des effets très différents par rapport à un éventuel revenu de base. Donc, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Oui, c'est un petit peu la même question, c'est-à-dire qu'un des critères importants du revenu de base, c'est la pérennité. Et il est clair que la réponse que l'on a à la réception d'un revenu de base pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou pour toute la vie, c'est pas du tout la même chose. Donc, je ne sais pas à partir de quels indicateurs vous pouvez essayer de contrer cette difficulté. C'est 3 questions en une. J'ai l'impression que pour la loi travail, il n'y a pas eu d'expérimentation avant la rédaction du texte. Pourquoi le revenu de base a besoin d'une expérimentation? Depuis quand les politiques sont sensibles aux arguments scientifiques? Et est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire un peu perdre notre temps avec des expérimentations comme ça? Demander aux experts scientifiques, on se met à 4 ou 5 dans un bureau et on peut peut-être construire une expérimentation plus rapidement. La durée, c'est pas lié à la question de sélection. La durée, c'est la volonté vraiment de co-construire et qu'il y ait une acculturation. Alors ensuite, est-ce que ça veut dire que si on a un gouvernement de droite, on ne pourra expérimenter qu'un revenu que vous appelez libéral? Je ne sais pas, est-ce qu'avec le gouvernement actuel, on pourrait avoir l'expérimentation d'un revenu qui n'est pas libéral? Je ne sais pas, parce que ce que je sais, c'est que j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec Macron, je n'ai pas encore réussi à l'avoir sur ce sujet. Par contre, il a donné le feu vert pour une expérimentation qui peut-être en parler, la pleine commune, qui est une forme, pas un revenu universel, c'est un revenu contributif. Alors, à pleine commune, donc dans l'agglomération nord de Paris, communauté de communes, de pleine commune, qui est assez innovante sur un certain nombre de sujets. Pleine commune avec Bernard Stiegler, qui est un chercheur, a lancé et a eu une mission signée de 3 ministres, dont Emmanuel Macron, la mission d'expérimenter pendant, je crois que c'est 3 ans ou 4 ans, peut-être un peu plus longtemps, au moins 3 ans, puisque c'est la durée d'une thèse, et qu'il y a des thèses qui sont dans le projet, d'expérimenter le revenu contributif, mais sous une forme très scientifique. Il ne s'agit pas vraiment d'une expérimentation dans le sens où c'est pas la collectivité de pleine commune qui va verser de l'argent sous forme d'un revenu de base ou d'un revenu inconditionnel ou d'un revenu contributif. C'est plutôt des chaires scientifiques qui vont être financées par l'État et des thèses de doctorat pour réfléchir au revenu contributif. Mais c'est quand même à l'échelle de pleine commune. Et dans le cadre de cette recherche, il y aura peut-être des panels créés pour les chercheurs comme terrain d'observation. C'est encore, ça n'a pas démarré, mais il y a des moyens, il y a de l'aide de mission interministérielle, donc c'est validé par l'État et par les plus hauts sommets de l'État. Il y a des chercheurs et il y a une collectivité, donc la pleine commune, qui sont mobilisés. Donc il y a déjà des moyens. Voilà, donc voilà, ce gouvernement a l'air d'avoir choisi aussi un peu ce qu'il a envie d'expérimenter. Après, l'autre question, pourquoi la recherche? Est-ce que les politiques publiques, depuis quand elles ont besoin d'expérimenter? Alors moi, je pense que quand il y a la volonté politique de mettre quelque chose en place, il n'y a pas besoin d'expérimentation. Là, je me situe dans un contexte où j'ai pensé que proposer cette expérimentation, ça pourrait aider à faire avancer l'idée. C'est aussi comme ça qu'il faut voir cette proposition. Mais si vous avez la solution pour qu'il n'y ait pas besoin d'expérimentation et que ça soit mis en place demain, j'arrête l'expérimentation, je vous bouge.
Voilà. Donc, effectivement, la volonté politique serait là. Je pense qu'il n'y aurait pas besoin de ça. C'est aussi une manière un peu de booster les choses. Hein. Je veux dire comme ça au départ. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on l'a fait. Et je crois que ça marche un peu. Je pense que le fait d'avoir lancé ça, voilà, il y a le Sénat aussi qui veut expérimenter. Très bien, moi, je trouve ça. Ce que je trouverais dommage, c'est que chacun commence à faire ses expérimentations dans son coin. J'espère que s'il y a des volontés d'expérimenter dans tous les coins, on travaillera ensemble et on mettra nos synergies ensemble. Moi, je n'attends que ça. Moi, au début, on me disait, mais pourquoi c'est la région qui veut expérimenter? Moi, je répondais, pourquoi pas, si personne d'autre le fait, pourquoi pas nous? Il faut bien qu'il... maintenant, si tout le monde veut le faire, parfait. On le fait ensemble, tant mieux. Donc, je crois que voilà, tant qu'il n'y a pas la volonté politique de mettre en place quelque chose, si, par des biais comme celui-là, on peut aider à donner de la crédibilité, à aider à ce que ça avance. Je crois que la volonté politique, elle vient aussi quand on sent que ça prend dans la société civile. Si les médias s'en emparent, c'est que je pense que tout le travail que vous avez fait, il commence aussi à prendre un peu d'ampleur. Mais ne négligeons pas toute la nécessité qu'il y a à révolutionner les consciences. Je pense que c'est le premier travail à faire. Et voilà, si ça peut aider, bien tant mieux. Si sur les 270 personnes qui vont venir, qui sont des acteurs impliqués dans la vie de la vie sociale et la vie sociétale, s'il y en a qui ne savaient pas ce que c'était, s'il y en a qui n'étaient pas convaincus et qui le deviennent après, je pense qu'on aura un petit peu avancé. Voilà. Alors c'est pas le grand soir, mais c'est les petits matins. Oui, donc j'en prends la parole par rapport à diverses questions, notamment la question que vous avez posée tout à l'heure du rôle de l'élu. Il y a quel niveau? Donc effectivement, au niveau d'une municipalité, par rapport à un revenu de base, un revenu universel qui va dépendre forcément d'une action législative, on est un peu éloigné. Malgré tout, là, en parlant avec ma petite expérience d'élu et à titre personnel, déjà pour être élu, on fait campagne sur des idées. Et si on a la chance d'être dans une majorité de gouvernement, que ce soit municipal ou national, on essaie de porter ces idées, on les a portées devant les électeurs. Et après, le combat au quotidien, c'est de porter au sein de l'équipe. Parce que souvent, dans une équipe, là, au niveau municipal, on est assez éloigné. Et faire de la pédagogie au quotidien, c'est le premier travail qu'on doit faire. Et encore plus, comme je l'ai vécu en 2001 au niveau d'agglomération, de la communauté des communes, avec une majorité de droite, où quelque part les idées qu'on porte, on est à 300 000 lieues ou années-lumière de véritablement faire percevoir ce qu'on veut faire. On veut essayer de basculer dans les consciences et dans la pédagogie à mettre en œuvre. La deuxième chose, c'est que ce travail qu'on fait au niveau de l'équipe, au niveau de collègues élus, on doit le faire aussi au niveau de groupes associatifs, sociétés civiles, qui avaient des aspirations et n'avaient pas forcément la temporalité de l'action politique. Et du travail qu'on doit mettre en œuvre, parce que chaque fois qu'on met une politique en œuvre, on a un retour à N+1, N+2, N+3, et vous voulez avoir un retour très rapidement. Votre proposition, c'est de dire, passons à l'action, puis expérimentons pas, puis on verra si ça le fait ou ça ne le fait pas. Alors, effectivement, c'est légitime comme démarche et comme attente. Par contre, la fonction d'élu que je me vois apporter au niveau juste local, c'est d'essayer de faire le lien entre ces temporalités qui sont complètement différenciées et l'action politique qu'on veut développer. Et souvent, l'expérimentation permet de lever des freins et de fédérer des énergies par rapport au projet. Et que si on ne passe pas par cette phase-là, cette phase d'agrégat,
de dire que d'un petit cercle, on va faire un cercle concentrique qui va s'éloigner, qui va pouvoir agréger diverses volontés, diverses populations qui vont pouvoir s'emparer de l'expérience. Et si on ne passe pas par ça, on peut aussi louper le but pourquoi que l'on recherche et pourquoi on veut porter notre action politique. Voilà, c'était juste ma petite intervention parce qu'effectivement, par rapport à une expérience d'élu local, je suis un peu décalé par rapport à mes collègues de la région, eux qui sont vraiment dans la mise en œuvre du projet et qui ont la surface politique pour dire je vais pouvoir mettre en œuvre parce que je suis à la bonne échelle de pertinence politique. Je ne peux pas répondre autant, mais sur la question du temps, là, c'est un vrai souci pour l'expérimentation, effectivement, c'est la temporalité. C'est vrai que si on veut vraiment mesurer les effets universels, il faudrait l'inscrire dans une temporalité qui ne sera pas celle de l'expérimentation. Au maximum, on gagnera 3 ans sur l'expérimentation. En même temps, ce que j'essaie de vous dire, c'est n'attendez pas de l'expérimentation que ça, vous serez frustré forcément par l'expérimentation. Même si on la fait demain, tel qu'on va la faire, vous serez frustré, mais voyez-la comme quelque chose qui peut amplifier votre mouvement. Il faut le voir comme ça. Sinon, vous aurez forcément de la frustration parce qu'effectivement, ça sera sur un temps court, parce qu'il n'y aura pas ça qui accompagnera. Et encore que, c'est pour ça qu'il fallait des acteurs, parce que s'il y a des acteurs qui disent, mais nous, du coup, on veut changer ça, moi, je ne sais pas s'il y avait dans l'éducation des acteurs qui disent, ah, mais moi, j'aimerais bien, du coup, accompagner ça par ça, voilà, on gagnerait déjà pas mal de choses. Tout le monde veut poser des questions. Tout à l'heure, il n'y avait personne. Et maintenant, alors je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On commence par là. Merci. Alors, je vais tricher, j'en ai 3. Mais je le garde, je m'accroche. Alors, la première, donc moi, je m'appelle Virginie, je viens de Lille. Il y avait des questions avec Karim Adeli, d'expérimentation à Roubaix aussi, avec des fonds européens. Où est-ce que ça en est? Et en lien aussi avec, possiblement, puisqu'à Roubaix, il y a aussi cette dynamique-là, en lien avec les modèles locales. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut peut-être penser un jour articuler les modèles locales dans une expérimentation pour financer un revenu de base. Et je ne me souviens plus, vous avez de la chance, je sais plus la suite. Bonjour, moi c'est Loïc, je suis de Paris. J'ai 2 questions. La première, nous avons au sein du MFRB Frédéric Bosquet qui développe le projet Terra sur votre région et donc qui va commencer une expérimentation d'un revenu de base auto-financé par la production. Donc j'aimerais savoir quelle est votre intention pour ce projet, puisque c'est un projet qui vise quand même à redévelopper les communes rurales à revitaliser. Donc ça peut être intéressant et important pour l'ensemble de vraiment suivre ce projet et comment aussi peut-être vous l'accompagner. Deuxième question, c'est qu'est-ce que vous attendez des Héméferbiennes et des Héméferbiens? Donc, Railleray de Besançon toujours. Ma question s'adresse plutôt à M. Marc Tranchard sur, en fait, j'ai été assez touché par ce que vous nous disiez, dans le sens où si vous-même vous êtes assez éloigné de la question de l'expérimentation du revenu de base, vous trouvez que la question du revenu de base renouvelle un peu les problématiques politiques. Et moi, je voulais savoir dans quelle mesure aujourd'hui le revenu de base les renouvelle. Qu'est-ce que, dans votre quotidien ou dans votre manière de militer, le revenu de base change? Alors, pour éviter de frustrer les gens, vous allez faire tout de suite une salle de réponse, peut-être court, si c'est possible.
peut-être au contraire, bah oui, non, comme ça, puisque ça sera pas développé. Effectivement, dans l'action politique que j'ai menée, notamment j'étais administrateur du régie du territoire sur le secteur, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que municipalité, quelle structure on peut aider quand on a des gens qui sont éloignés de tout. Quand je dis éloignés de tout, c'est éloignés culturellement, parce qu'ils ont des parcours fracassés, ils ont des addictions diverses et variées, et comment on peut faire pour mettre un filet social au niveau local sur ces gens. Il y a un volet terrain. Moi, je ne sais pas ce qui sera décidé, mais en tout cas, j'aimerais bien que ça en fasse partie. Oui, on s'était vu à Lille, j'avais été invité par Karim Adeli. J'ai pas de nouvelles, donc voilà, il faudrait la relancer parce que c'est vrai que voilà, au niveau européen, il faudrait aussi. Alors, on sait qu'au MFRB, il y a des personnes qui y travaillent, je crois. Voilà. Nicole, mais elle n'est pas là. Au niveau politique, ça serait bien qu'on relance effectivement toutes ces articulations. Hein. Je crois vraiment que par cette synergie de tous les échelons, que ce soit au niveau du Sénat, que ça parte de la commune, vraiment, enfin voilà, moi dans le cadre de la vice-présidence que j'ai eue à la région, j'ai vu que là où on a fait les plus belles choses, c'est quand on a travaillé ensemble, même sur les questions d'habitat. Donc voilà, donc par rapport à votre question sur les fonds européens, c'est ça. Peut-être sur la question le revenu de base, la vie de tous les jours, ce qui a été dit, moi j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que la question du revenu de base donne un peu d'air à la campagne présidentielle, mais j'ai une grosse crainte, c'est qu'elle ne l'enterre aussi. Voilà, c'est un pari. J'ai peur que ce soit une campagne assez mortifère. Bon, on verra. Mais en tout cas, pour moi, chaque fois que j'assiste à des débats, depuis que voilà, je me suis emparée, grâce à vous, hein, de cette question, et que j'assiste à des débats politiques, ça me redonne envie des débats politiques, parce qu'on peut être militant et élu et perdre petit à petit l'appétit aussi, parfois, politique. Mais au niveau des échanges qu'on peut avoir, c'est vraiment quelque chose qui touche à l'essentiel. C'est à la fois très concret et à la fois quand même assez philosophique. Je trouve que ça touche à la vie concrète et en même temps ça élève le débat. Voilà. Donc si ça pouvait s'inviter, mais de manière de manière riche, pas pauvre, dans le débat présidentiel, ça serait très bien. Après, il y a un risque, c'est que si cette campagne, elle est... j'ai peur que la manière dont elle s'engage, on finisse par toucher le bas avec cette campagne présidentielle. Ça serait quand même dommage qu'elle entraîne la question, le débat du revenu de base avec elle. Et ensuite, je ne pense que du bien des MFR bien. Qu'est-ce que vous en entendez? Alors, qu'est-ce que j'en attends dans l'expérimentation? Non, en général. Les deux. Alors, dans le débat de l'expérimentation, j'en attends à ce que vous participiez et preniez votre place. Hein. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est ouvert et on sera tout acteur qui viendra en disant voilà, on veut apporter ça, est-ce que c'est possible? On en discutera et donc j'attends voilà et ensuite qu'est-ce que j'en entends? Mais moi je crois aussi à la synergie que l'on a. Moi, depuis le début, le premier à me convaincre, c'est Jean-Éric. Donc, par ces échanges, et depuis, chaque fois qu'il y a une rencontre auquel le MFRB m'invite à Paris, j'y vais et j'en retire beaucoup. Parce qu'en général, ça me permet, et je trouve que ça, c'est une très forte capacité que vous avez, c'est à faire du bien. Je vois que
faire du lien entre l'expérimentation. Et moi, chaque fois que je suis allée à Paris, j'ai trouvé ça vraiment très riche. J'ai entendu d'autres personnes qui expérimentent ailleurs, c'est différent, mais en même temps, voilà, il y a des problèmes qu'on partage. Et, chacun sa petite pierre à l'édifice. Et donc, j'attends autant que vous attendez de moi, ou voilà, qu'ensemble on fasse avancer. Je crois que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau, une élue, elle apporte ce petit plus de crédibilité parce qu'on est dans une société où quand c'est une élue, ça peut paraître plus crédible que quand c'est un mouvement citoyen. Ce que je dis, c'est pas forcément que je cautionne ça, mais on en est là. Donc voilà, chacun à notre niveau, je crois qu'on peut faire avancer les choses, mais restons ensemble et restons articulés. Moi, je suis vraiment très contente qu'on m'invite assez régulièrement à des rencontres à Paris par votre mouvement. Et si, je sais pas, il était question en même temps de faire cette année, d'ici la fin de l'année, quelque chose d'important au niveau d'une sorte de forum sociétal ou de mon colloque. Nicole qui porte ça, Nicole, voilà. Vous pouvez compter sur moi pour y prendre part et voilà, apporter ma part. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, écoute, je continue dans le sens. On va faire court, chacun court. Bonjour, alors moi c'est plus une intervention qu'une question. Donc, pour ce qui est de Terra, donc, je suis élue régionale également. Et Martine m'avait donc interpellée en redescendant d'une réunion à l'avance sur le revenu de base, tu restes à l'ambassade de Finlande, je crois que c'est là que tu avais rencontré Frédéric. Donc on est allé les voir et ils ont soutien vraiment sur plein de plans, je pense. Et on a remué tout ce qu'il fallait, même sur les élus locaux, au département, au comité de communes, etc. Donc on s'en occupe bien. Et puis concernant l'expérimentation et tout ce que l'on peut en attendre, je suis assez d'accord et c'est vrai que je soutiens ce que dit Martine parce que, et elle vous en a donné témoignage avec l'histoire de la rencontre entre les jeunes et les personnes un peu moins jeunes concernant l'habitat collaboratif. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut un grand changement de culture, un grand changement de mentalité. Et ça, c'est ce qui est très long. Donc, le bien fondé déjà de l'expérimentation du revenu de base, c'est qu'il existe, il a le mérite de mettre autour de la table tout un tas d'acteurs autour du milieu social et qui, du coup, du fait de leur présence, s'interrogent justement sur ces potentialités et peut-être vont aller vers certaines solutions. Donc c'est vrai que c'est de passer d'une culture de l'avoir à une culture de l'être. C'est pas évident pour tout le monde, c'est passer d'une culture de l'individualisme à une culture de partage. Et voilà, ça demande du temps. Voilà. Et la finalité aussi, en substance, une question un petit peu philosophique, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie au quotidien aussi? Quel est le but de sa vie au quotidien? Donc il y a beaucoup de questionnements généraux et ça permet au moins de réfléchir, la réflexion, rien que ça déjà la réflexion et de se dire tiens, peut-être qu'il y aurait des solutions possibles. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Didier de Villeneuve. Donc je vais avoir deux petites questions. La première va s'adresser à toi, Marc, pas en tant que parti politique, mais plutôt en tant qu'élu et maire adjoint. J'ai entendu tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant et toutes les actions que tu mènes par rapport à ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin, je me disais, et ma question donc serait, qu'est-ce que tu pourrais envisager pour qu'il y ait, au niveau de Villeneuve-sur-Lot, donc du coup, voilà, au niveau de la municipalité, une meilleure visibilité et lisibilité qui soit offerte aux revenus de base, et notamment par le biais aussi des acteurs du MFRV local. Voilà, ça c'est par rapport à toi, Marc. Et après, par rapport à l'ensemble des élus, là, donc toi aussi, là j'inclus tout le monde, donc du coup, à différents échelons, j'ai entendu tout à l'heure qu'on disait, enfin que vous disiez, pardon, qu'au niveau du montant, au niveau du financement, d'aller voir l'État et tout.
oui, certes, c'est une des solutions, j'ai envie de dire, mais est-ce que ça passe pas aussi par une réflexion des différents échelons? Il n'y a pas de département, mais je l'inclus aussi, la communauté d'agglo, enfin, tous les échelons finalement, d'une révision totale, complète de vos budgets pour mieux les redistribuer. Puisqu'on est dans le sud, dans le sud-ouest, je finirai juste comme ça par un truc. Est-ce qu'il faut toujours filer autant de fric seulement au rugby, quoi? Voilà, mais c'était juste une petite boutade, histoire de mettre un peu d'humour. Oui, bonjour, Lionel Feuillas. Moi, je suis élu aussi ici à Villeneuve-sur-Lot, en compagnie de Marc, dans la majorité municipale, mais sur une candidature Europe Écologie. En termes de sémantique, moi, il y a un terme qui me séduit davantage que les revenus de base ou revenus universels, c'est le revenu d'existence. Parce que je pense que derrière, justement, on rejoint toute cette philosophie qui consiste à dire que n'importe quel être humain qui arrive sur cette terre a le droit de vivre, a le droit d'exister. Et ça va faire le lien avec, juste, c'est pas une question, mais c'est un témoignage, pour revenir sur la question de tout à l'heure qui était de pourquoi un atelier sur l'inconditionnalité. Juste un petit témoignage. Ici à Villeneuve-sur-Lot, on est en pleine réflexion sur ce que l'on va faire de notre politique en termes de gestion de l'eau. On arrive en fin de contrat avec un prestataire de service, Veolia pour ne pas le nommer. Et dans le cadre de cette réflexion, j'ai été amené à proposer que les premiers mètres cubes consommés soient gratuits, dans la mesure où tout le monde a droit à avoir de l'eau et ça ne devrait pas être quelque chose de payant. Et donc derrière, il y a effectivement le concept d'inconditionnalité, c'est-à-dire que quels que soient ses revenus, on a le droit d'avoir de l'eau. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui est dans la culture générale des élus, qu'ils soient socialistes ou pas socialistes d'ailleurs, hein, quelles que soient leurs origines politiques. Et il y a vraiment un gros travail à faire sur cette notion d'inconditionnalité. Je passe sur tous ceux qui considèrent qu'effectivement, on ne va quand même pas donner de l'argent à des gens qui ne veulent pas se lever et pas aller travailler. Là, je ne sais pas que je le mets de côté parce qu'ils sont quand même très nombreux aussi, mais même parmi les gens qui sont sensibles à cette notion donc, de revenu de base, de revenu d'existence, de revenu universel, il y a un gros travail encore à faire dans ce domaine. Oui, bonjour, Christine du MRB 47. Donc en fait, moi j'aurais voulu poser une question à Lucille, parce que je voudrais savoir, bon bien sûr, Pierre Cavani, c'est un sénateur, il agit comme les autres sénateurs, il écoute à Paris des contributeurs, etc. Ce que je voulais savoir, c'était comment il s'appropriait, lui, le revenu de base au sein de son département, dans le sens où il ne faut quand même pas oublier que le Lot-et-Garonne est le deuxième département le plus pauvre de la grande région. J'ai appris tout à l'heure, c'était le 4e de France, hein, c'est quand même pas rien. Donc, et on n'a en fait aucune nouvelle de lui sur le sujet. Donc, si vous pouviez nous en parler un petit peu plus, ne serait-ce que pas simplement pour le limiter au 47, mais que ça peut être aussi un peu une façon de faire des autres sénateurs, puisque bien évidemment, il a un comportement aussi qui se rapporte en tant que sénateur en place, etc. Voilà. Donc, Mickaël de Tours, toujours. J'ai une question par rapport au fait que, du coup, que les Gilets Verts était, on l'a dit tout à l'heure, le seul parti qui avait vraiment instauré le revenu de base, il me semble, à plus de 60% dans une votation interne. Et je ne suis pas convaincu, peut-être vous pourrez m'éclairer, sur le fait qu'il y ait vraiment 60% des personnes identifiées ELV qui en parlent. Donc, je voulais savoir si est-ce que c'était une fausse impression ou alors est-ce qu'en interne déjà vous avez peut-être décelé ce qu'il faudrait faire pour mieux assumer le fait de défendre pleinement cette idée qui on sait est quand même très pilier sur un programme politique ou sur une évolution économique.
Il y a déjà beaucoup de questions, alors j'aimerais les reprendre tout à l'heure, si tu veux bien, Joanne. Oui, je vais m'exprimer en premier parce que j'ai une question et ça pourrait répondre plus globalement. Pour ce qui est de Pierre Camanil, il fait partie de cette mission d'information et c'est pas en tant que partisan ou défenseur du revenu de base comme tous les autres sénateurs. Il a été sélectionné pour faire partie de cette mission et il découvre le revenu de base comme tout le monde. Donc c'est bien sûr quelque chose qui commence à les intéresser. Après, est-ce qu'il ne prend pas position pour l'instant, c'est une mission d'information. Donc bien sûr, il s'informe. Et c'est essayer de prendre connaissance de tous les enjeux et puis ensuite peut-être de prendre position. Mais pour l'instant, effectivement, il ne prend pas position et puis je ne pourrais pas... Vous faites vos régional, mais au niveau local, ou pas du tout, il s'en reste d'un point de vue global, qu'est-ce que c'est le revenu de base, après, là pour l'instant, c'est bien sûr au niveau national. Tous les sénateurs représentent des territoires différents. Mais toute société civile, même si elle travaille au niveau local, peut demander à être auditionnée, même au niveau local. Mais bien sûr, le revenu de base n'a pas spécialement vocation à se limiter à un seul territoire. Le but pour l'instant, c'est quand même aussi, au niveau politique, d'essayer de l'étendre au niveau national. Parce qu'ils sont installés partout en France. Donc pour l'instant, c'est leur vision à eux et leur angle d'attaque. C'est s'informer à la façon de le mettre en place au niveau national. Donc ils peuvent auditionner effectivement des gens du territoire pour lesquels, mais pour l'instant, oui, ils s'informent de façon générale et sur les modalités de mise en place au niveau national. Mais il n'y a pas de parti pris, de prise de position particulière sur le 47, il n'y a pas de sens. Après, je ne peux pas m'exprimer pour lui. Hein. Je ne suis pas légitime à m'exprimer totalement pour lui. Mais bien sûr qu'ils y réfléchissent. Donc, pour répondre à la question de Didier, vaste question. Comment un élu avec des convictions peut légitimement hiérarchiser des priorités au sein de l'élection municipale pour que ses désidératas, ses convictions passent en premier par rapport aux autres. En gros, c'est ça. Ça veut dire comment on peut, dans une élection municipale, remettre un rapport de force, parce que comme la nature horreur du vide, c'est celui qui pousse le plus, qui émerge le plus. Donc comme on est quand même dans la minorité de la majorité, mais c'est venir faire de l'agrégat, comme je disais tout à l'heure, d'arriver à venir et parfois, au cours d'échanges au sein du bureau municipal, puisque c'est l'entité politique de la majorité qui prépare les conseils municipaux, qui détermine les actions qui sont présentées au vote, et bien là on tombe des fois de sa chaise parce qu'on entend des réactions, des points de vue de collègues de la majorité de gauche qui te renvoient à une ère préhistorique, sinon antidiluvienne, parce que tu te dis, attends, comment ils peuvent défendre cette position-là, parce qu'elle est tellement éloignée de ce que tu penses. Alors pour en revenir par rapport à la régie du territoire, c'est de dire, ah oui, ça nous coûte plus cher. Donc, comme ça nous coûte plus cher, on va le filer au privé parce qu'elle sera plus efficiente, elle sera moins chère et on va y arriver. Donc c'est de dire à un moment donné, oui mais on a des convictions, on essaie de rentrer dans un cadre qui a été inscrit dans un programme et on essaie d'aller vers le contrat qu'on a passé vers les électeurs pour ne pas trop le dénaturer et trop s'en éloigner. Et bien évidemment, comme tu le sais, tu es un militant de la monnaie locale, essayer de faire émerger cette idée-là, mais c'est difficile parce que la première action du maire de sa majorité socialiste, c'est de se dire « Ah, oui, mais il y a un problème réglementaire, il y a un problème légal, donc on ne pourra pas le faire. » Et c'est comment venir avec ton bâton de pèlerin, aller voir les services, aller à la ressource,
C'est-à-dire la ressource, c'est la ressource de l'information, savoir si cette information est pertinente, si elle ne peut pas être mise en cause, et de venir petit à petit la remettre au niveau du bureau municipal, le faire partager par les élus et essayer d'agréer, avoir une majorité pour pouvoir être pertinent et présenter cette idée-là. Et sur le dossier qu'abordait Lionel sur l'eau, c'est comment venir remettre en cause quelque chose qui était présenté. Par exemple, là, on a eu un cabinet d'audit qui est venu présenter un rapport sur l'eau, et c'est venir prendre le rapport et le détricoter pour savoir si véritablement le cabinet d'audit qui a été payé près de 20 000 €, et bien on lui a pas dit, la sortie, je veux que ça soit ça, et autre chose. Justement, que je suis élu, je dois essayer d'avoir une vision, de me poser des questions pour aller chercher véritablement la bonne information et la recroiser. Et c'est-à-dire, c'est venir chercher ailleurs des compétences que je n'ai pas moi. Et ça ne se fait pas comme ça, quoi. Je veux dire, c'est un travail laborieux, mais et une fois qu'on a ça, qu'on a des points incontournables, et bien on peut partir au combat pour essayer de changer. Et au niveau de l'eau, ça se joue à deux niveaux, ça se joue au niveau local et ça se joue au niveau de l'agglomération. Et c'est de ne pas avoir des préconçus, d'aller voir les collègues de droite et puis leur dire, parce qu'au bout d'un moment, j'ai acquis une crédibilité, quand je parle, on m'écoute, donc c'est là où tu te dis que tu as une petite crédibilité par rapport aux autres, c'est de dire, mais toi, qu'est-ce que tu en penses si on faisait ça? Alors on essaie de voir une politique de gestion de l'éclairage public, d'essayer de dire est-ce qu'il est utile d'éclairer la nuit? Pour moi non, parce qu'elle va dégérer des économies qu'on pourra mettre ailleurs. Et à partir de là, c'est de dire oui, mais il va y avoir de la sécurité. C'est de chaque fois au quotidien casser ces idées préconçues pour essayer de faire de la pédagogie et de faire de la politique tout simplement. Et c'est pareil pour le revenu de base, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses que mon action va être par rapport à mes collègues? Je te dirais, j'en sais fichtrement rien, dans la mesure où quand je vais aller leur parler de ça, je vais leur présenter la lune, quoi. Et ils vont me dire, mais attends, c'est quoi ce truc-là? Au niveau du immeuble, je veux dire, voilà, il y a d'autres choses à faire. C'est ce combat au quotidien. Et ce combat au quotidien, c'est un combat, je rappelle, de la temporalité. C'est-à-dire que moi, je sais que ça va me prendre 6 mois, 1 an. Et vous êtes un résultat beaucoup plus rapide. Et c'est de porter ce travail-là de pédagogie, et puis de dire, mais oui, mais cette idée-là, elle est portée, il y a une commission d'enquête qui se fait, une commission d'information qui se fait au niveau du Sénat. Peut-être qu'il y aura après un deuxième stade, ça se fait au niveau de la région. C'est quand je croise Pierre Cavani de lui dire, mais tiens, qu'est-ce que tu en penses? Je travaille quand même au niveau du syndicat valorisant qui est du traitement du déchet, on travaille sur l'économie circulaire. C'est de dire, mais tiens, économie circulaire, monnaie locale, est-ce qu'on ne peut pas faire des passerelles, des liens? C'est toujours ça. Et l'économie circulaire qui arrivera, j'espère, dans le débat national, parce qu'on traitait des déchets, puis maintenant on commence à se dire, tiens, l'idée écologique, un déchet, ça va être une ressource. Donc nous, chez les Verts, ce que je portais il y a très longtemps, je commence à le voir émerger, mais je l'ai porté en 2001, ça émerge en 2016. Et parce qu'on a réussi au niveau du département de mettre un cluster économie circulaire. C'est pour vous dire, quand j'insiste sur la temporalité, c'est que c'est 16 ans, 15 ans. Alors, effectivement, à votre niveau, le travail qu'il faut au niveau de la région, c'est de mettre le pied dans la porte pour la laisser entrouverte et puis ouvrir les consciences. Mais c'est pas facile, mais je pense que, puis regardez-le, moi j'ai fait du lobbying auprès de mes collègues, on est quoi? On est deux. Est-ce que l'idée, ce ne serait pas de prendre une délibération au conseil municipal, comme le font certains conseils pour le TASPA? Je suis d'accord avec vous. Et un rendement positif en soutenant la démarche régionale. On a fait passer, j'étais porteur d'une motion sur ça, au niveau de la municipalité. On a réussi à faire passer avec quelques amendements. Mais ce que dit Marc, là, je crois qu'il
faut l'entendre. Je pense que c'est exactement la même chose à la région. Quand on est minoritaire au sein d'une majorité, c'est un long, lourd et dur combat pour arriver à faire passer ces idées. Je pense que Martine, avec le président Rousset, c'est quelque chose enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais enfin, bon, juste pour rassurer, parce qu'il terminait sur une note d'humour, Didier, à propos du rugby, on a quand même baissé de près de 40% la subvention au club de 13 de Villeneuve-sur-Lot. On a réussi à le faire passer de 60 000 à 36 000 euros. Mais on se bat et je me bats pour réorienter la subvention, parce que la subvention, il faut savoir, effectivement, elle a baissé. Elle a baissé parce qu'ils ne sont plus dans l'élite. C'est plus facile. Tomber dans la division inférieure, c'est plus facile à argumenter. Mais par contre, pour pouvoir requalifier le montant de la subvention et de dire on ne va pas le donner au club de l'élite, mais on va le donner au petit club qui fait de l'éducatif, qui va amener les gamins le samedi et le dimanche à ce qu'ils fassent de la vie de groupe, de la vie citoyenne. Enfin, je veux dire, les fondamentaux, en fait, aller au-delà continuer le travail qu'il fait à l'école. Et quand vous voulez faire ça, pour simplement essayer de réorienter une subvention, c'est le bâton de pèlerin. Et on a commencé, on n'y est pas arrivé. Et je peux vous assurer que quand je ne passe pas par la porte, je sais passer par la fenêtre en se disant sur quel axe je vais pouvoir agir pour pouvoir balancer de manière différente la subvention, aller voir la collègue qui est à la réussite éducative, aller voir la collègue qui s'occupe du conseil municipal des enfants, essayer de comment arriver pour pouvoir agréger d'autres élus qui vont porter cette question avec nous. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que le fait de vous porter dans la société civile, je connais, c'est ce que j'ai fait pendant de longues années, porter des idées et puis essayer d'aller frapper à la porte des politiques pour essayer de faire émerger ça. Mais il faut... La force, c'est qu'il faut que vous continuiez à faire ça. Il faut que la société civile continue à faire ça. Et ma justification d'élu, c'est d'être à l'écoute et de pouvoir porter ça. Parce que c'est quand la société civile s'effondre, c'est quand le populisme prend la place, comme la nature a horreur du vide, qu'on va vers des sociétés totalitaires. Et il faut pas, et quand je dis ça, il faut toujours l'avoir présent à l'esprit. La liberté qu'on pense avoir acquise, elle est toujours remise en cause. Nice l'a été, Paris l'a été, Bruxelles l'a été, ça a été des éléments factuels. Et le combat qu'on doit mener pour la prochaine présidentielle, c'est que la captation du combat politique, la captation des idées politiques, on ne nous le retire pas par rapport à des idées de sécurité et d'affrontement de religion, d'affrontement de bloc à bloc de citoyens par rapport à d'autres citoyens. Et ce combat-là, on doit le mener au quotidien. C'est pour ça que ma première obligation d'élu, c'est d'être à votre écoute et de répondre à des invitations, de faire des passerelles qui sont difficiles, mais c'est exactement ça. Après, je n'ai pas la clé miracle qui va tourner et puis va tourner le moteur et puis ça va aller droit où moi j'ai envie que ça aille. Parce qu'il y en a plein qui ont envie que ça aille dans l'autre côté. Et quand je parle un peu de l'idée de ce revenu universel à des collègues qui sont assez éloignés de chez les Républicains ou autres, de l'UDI, c'est dur, attends, tu n'as pas filé du fric à des gens qui n'en branlent pas une. Je reçois ça. Et en même temps, c'est de leur dire, oui, mais quand tu as quelqu'un au chômage, quelque part, tu te défausses de ça et que tu n'organises pas ça. Enfin, je veux dire, c'est organisé de manière sous-jacente, personne s'en aperçoit. Là, tu le remets au cœur du débat politique, comment on peut s'en emparer. C'est à ce niveau-là. Et de dire aussi, mais les gens qui travaillent sans être payés, qui ont une utilité sociale sans être payés, pour eux, ça n'existe pas. Il faut que vous le sachiez. Je veux dire, le travail que j'ai fait à la régie, venir donner, accepter que des gens travaillent trois fois plus lentement par rapport à un artisan, à un périmètre donné, enfin un périmètre économique, à un coût économique équivalent, c'est de dire d'abord tu tues l'artisanat, tu viens en concurrence déloyale, et leur dire que
c'est mettre des gens, non pas au travail, mettre des gens dans l'activité, mettre des gens au cœur de la société, mais les remettre pour qu'il y ait moins d'insécurité, qu'il y ait moins qu'il y ait plus de cohésion sociale. Pour amener ces idées-là, c'est extrêmement dur. Et c'est pour ça que j'ai répondu à l'invitation par rapport à ça, parce que moi, je suis pour. Parce que je suis militant écologique, mais je ne suis pas un spécialiste. J'ai ça parce que pour moi, ça me paraît logique. Voilà, une logique de mon engagement politique. C'est ça. Après, le faire partager et tout, c'est vous qui amenez. Je repartirai enrichi de ce débat parce qu'il y a plein de choses qui m'ont interpellé. Moi, le fait qu'on ne mettrait pas de conditions de ressources sur la durée, ça me paraissait évident. Quand je vois qu'il y a un atelier, qu'on se pose la question, je me dis, tiens, c'est une question que je ne me suis pas posée, donc si je ne me la suis pas posée, c'est que je suis pas bon là-dessus, parce que j'aurais dû me la poser, j'aurais dû me dire qu'il y a des gens qui pourraient penser différemment de moi. Donc, c'est cet enrichissement-là, ce partage-là qui est intéressant. Ouais, je ne suis pas trop monopolisé dans cette décision. Je ne sais pas répondre aux questions. Vous m'entendez là de toute façon? Non, pas bien. Voilà, là ça marche. Donc pourquoi aller taper à la porte de l'État pour financer l'expérimentation et pas prendre dans les budgets de nos collectivités? Voilà, alors très bonne question. Comme ça a été dit, quand on est une minorité dans la majorité, c'est un combat tous les jours pour avancer un petit peu. Dire tout ce que je vous présente là, vous avez peut-être l'impression que ça avance comme ça très facilement à la région, mais pas du tout. Emmanuel qui est à mes côtés, elle a une bonne réserve, donc elle ne vous dira pas tout le travail qu'elle fournit. Ce qu'elle a à faire est au-delà, parce que c'est aussi quelqu'un qui, je sais, est convaincu par le sujet, et j'ai beaucoup de chance d'avoir dans les services travaillé avec quelqu'un qui du coup donne beaucoup d'énergie, et parce que je n'ai pas beaucoup de moyens pour porter cette expérimentation, je vous le dis, et que je suis tout le temps sur le fil rouge, et que je me dis qu'à un moment donné, si je n'ai pas les moyens, moi je la rendrai, ma délégation. C'est clair, ils le savent. Mais je ne baisse pas les bras de suite, je suis assez tenace. Donc je continue à avancer. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on peut compter sur la bonne volonté des gens, mais il ne faut pas non plus pousser trop loin. Donc, de là à dire qu'on va avoir le pouvoir de convaincre la majorité qu'on pourrait financer nous-mêmes, je croyais que c'était dans les budgets de la région. On peut interpeller l'État, mais on peut aussi, au niveau de la région, au niveau de la mairie, au niveau du département, au niveau des agglos, remettre en cause les orientations budgétaires pour redistribuer la richesse et non pas toujours la mettre là où elle est à l'heure actuelle. Oui, voilà. Donc, le problème, c'est comment, dans un débat budgétaire et un vote du budget, on peut peser pour obtenir ça. C'est assez compliqué, mais en même temps, vous avez raison. C'est de l'ordre du possible. Si j'ai commencé mon discours en disant que la région, elle avait une politique économique qui soutenait les entreprises pour augmenter leur compétitivité, pour qu'au bout du compte, il y ait l'emploi, parce que c'est ça l'objectif, et parce qu'on pense que l'emploi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui permet à la personne de s'insérer, d'avoir une valorisation sociale, et ça. Bon, on peut très bien penser que plutôt que de passer par la compétitivité de l'entreprise, de la croissance, pour arriver à ces buts humains de valorisation de la personne, on peut prendre d'autres chemins et se dire que c'est peut-être pas l'emploi qui aujourd'hui donne ça, qu'il y a des activités qui sont aussi pas de l'ordre de l'emploi, mais qui valorisent les personnes. Donc on pourrait très bien justifier. Je crois qu'il s'arrête. Il fatigue. Ouais, il fatigue. On a notre micro. Il y a un micro. Peut-être pas fondé.
donc, on pourrait très bien justifier que dans le cas de sa politique économique, on pourrait prendre sur ce budget, pour moi, ça pourrait très bien justifier que ça peut justifier le financement de l'expérimentation. Politiquement, je n'ai aucun mal à le concevoir, mais comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir cette... Dans la réflexion, dans les différentes thématiques, est-ce que c'est abordé, par exemple? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion qui ont été posées, qui serait déjà un premier jalonnement pour interpeller les élus qui, eux, restent campés sur des schémas traditionnels et avec des œillères, comme on dit. Alors, ça sera l'objet de la troisième rencontre du comité de réflexion, c'est sur le financement. Et donc, moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'un atelier qui, y compris, pourrait se pencher sur le financement de l'expérimentation et comment peser pour faire en sorte qu'on nous donne une très bonne idée. On a bien fait de venir. Et donc voilà, non, mais c'est une très bonne idée. Mais sinon, effectivement, quel est le pouvoir de modification budgétaire quand, rappelons-le quand même, quand on a failli être éliminé au premier tour. Donc on fait ensuite, je vous assure que c'est beaucoup d'énergie pour avancer d'un petit peu. C'est énorme. Ça se voit pas quand on présente parce qu'on a l'impression que les choses elles ont avancé comme ça, mais c'est énormément d'énergie. Ensuite, sur ELV, la question qui a été posée, alors je ne voudrais surtout pas être la seule à répondre, parce qu'on est plusieurs ici dans la salle de LV. J'ai déjà émis un regret sur le fait que dans le parti, on n'ait pas avancé davantage sur cette question. Donc ça, c'est un vrai regret. Ensuite, pour en avoir parlé longuement au téléphone avec David Cormand, et je sais que Julien Bayou est sur la même longueur d'onde, je sais qu'ils sont très favorables. Très précises. Au niveau des militants d'Europe Écologie des Verts, peut-être que quelqu'un va te répondre. Moi, je ne sais pas répondre à votre question. Sur attention. Oui, je vais essayer de le dire en tant que militante de base à ELV. Moi, j'ai connu le revenu de base à ELV. Par rapport à ce que, il y avait des journées d'été, il y a quelques années, où il y avait un film, et puis après des débats, et là ça a fait sens, et c'est après que je me suis engagée. Ce que je vois, alors, moi je suis sur le 93, et puis donc Île-de-France, je pense que les militants en ont conscience, ils savent ce que c'est. Par contre, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils ne le travaillent pas assez à fond. Alors après, c'est peut-être aussi bon à nous, les militants, quand on est engagés, de demander ce qu'on a fait nous dans le 93, à ce que des groupes locaux, il y ait des gens du MFRB qui viennent, de façon à ce que les questions soient plus posées. Mais je pense que quand on est dans un parti politique, il y a plein de choses, il y a toujours les élections, en ce moment c'est tout ce qui se passe, et c'est une petite chose parmi tant d'autres. Mais bon, quand on a les deux casquettes, moi j'essaye toujours de dire il faut toujours penser aux revenus de base, je leur fais du bourrage de crâne, voilà. Mais Julien Bayou est très engagé. Et là, par rapport à la loi travail, dans nos tracts, comme on était contre la loi travail, il y avait marqué revenu de base aussi. On va bientôt terminer là. Est-ce qu'il... Ah oui. Jean-Éric. Oui. N'oublie pas. D'accord. On va faire très court. Je vais juste compléter une réponse sur la possibilité que les collectivités locales mettent la main au pot lors d'une expérimentation. Je pense qu'on va avoir une réponse assez rapide avec l'expérimentation sur les territoires zéro chômeur de longue durée, dont le cahier des charges va être publié sous peu par l'État. Et je ne serais pas étonnée de voir que les collectivités locales sont mises à contribution, et voire même que ce soit un critère de choix, soit non dit, soit clairement affiché dans le choix des territoires test pour l'expérimentation de territoires zéro chômeur de longue durée. Donc peut-être là aussi c'est une innovation dans l'expérimentation. Ok.
on est en train de dépasser vraiment le créneau, donc là on va vraiment faire court. Il y avait juste 2 questions que j'espère très courtes. Et après, Jaya nous propose une citronnade à la cantine. Donc après, je propose qu'on fasse une pause et qu'on aille tous de la cantine pour une citronnade. Vas-y. Merci. Gérard Chavanon d'Auvergne, dans la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée maintenant par un spécimen. Je ne vous le cite pas, vous le trouverez, c'est le numéro 2 des Républicains. Vous avez déjà partiellement répondu à un certain nombre de points que je voulais aborder. Et Madame vient de parler de la loi zéro chômeur longue durée avec ATD Carmonde, qui, je crois, la première expérimentation est dans votre région, hein, c'est ça. Ce que j'aimerais vous suggérer, et vous avez parlé de votre 3e rencontre sur le financement, c'est la place des monnaies locales. Et pour aller plus loin, pour que les monnaies locales puissent se développer vraiment, il faut que les collectivités publiques les acceptent pour paiement de leurs taxes, contributions et impôts. Et si vous arrivez, alors dans la nouvelle définition des régions, effectivement, on parle beaucoup moins des départements, mais on parle des communautés de communes, communautés d'agglomération, et puis de la région. Donc si dans votre région, vous pouvez faire en sorte que les monnaies locales soient premièrement acceptées par les collectivités publiques, deuxièmement que se mette en place l'interchangeabilité qui existe déjà avec le mouvement Sol, mais pas avec toutes les monnaies locales, de manière à ce que, effectivement, lorsque vous allez parler d'expérimentation, et puis j'aimerais bien qu'on parle plus de ex, mais de pérémentation tout court, lorsque vous allez mettre en place ces projets pilotes, on va dire, eh bien, si vous les mettez en financement en monnaie locale, vous faites simplement un blocage de finances en euros et non pas de dépenses. Ça, c'est important aussi. Pour ce qui concerne la sensibilisation des élus, Dominique a presque répondu. Je voulais vous suggérer de faire passer à vos collègues, enfin d'inviter vos collègues au cinéma et de passer le film Le Revenu de base, qui commence à avoir un peu d'âge puisqu'il est de 2002 et qui montre bien et qui sensibilise aussi les personnes en particulier sur l'activité non rémunérée, qui est plus importante que l'activité rémunérée, en 2002 en Allemagne en tout cas, donc c'est important. Voilà. Merci. Alors, il y avait très. Tiens. Je vais être très bref parce que la mémoire m'est revenue par rapport à l'expérience. Je veux juste dire que ce qu'elle était, c'est pas exactement comme le revenu de base. Donc c'était un groupe de personnes, dont faisait partie François Plassard, et ils ont eux-mêmes décidé de financer sur certaines personnes. Ils leur ont donné, c'est-à-dire qu'ils les ont mis à mi-temps, c'est des gens qui travaillaient, mais tout en gardant l'intégrité de leur salaire. Et donc ces personnes ont pu, grâce au temps libéré, passer à autre chose qu'elles avaient en tête et à créer leurs activités. Ça a été un succès. Voilà. Merci Étienne. Et on va finir sur Étienne. Alors, Jaya, tu veux une précision? Non, pas une précision. C'est parce que le film Le Revenu de base va passer au montreur d'images à Agen le 23 septembre, le vendredi soir à 20h, avec 20h30, avec très vraisemblablement la présence du réalisateur et de quelqu'un aussi qui a participé au film. Alors venez tous voir le 23 septembre à Agen. Le 23 septembre à Agen, au montreur d'images. Le montreur d'images. Tous vos conseils municipaux. Et le film s'appelle Un revenu pour la vie. Étienne, c'est la dernière intervention. Très court. Alors moi, ma question, c'est la question de l'universalité du revenu de base et de la problématique des flux migratoires qui va s'inviter dans la campagne électorale
et qui, normalement, va sûrement cliver beaucoup au niveau politique. Donc, j'aimerais bien que cette question-là soit vraiment prise en compte, au moins pour les Verts, parce que ça paraît quelque chose d'important quand on connaît la situation d'aujourd'hui. Voilà. J'en dirai pas plus. Très rapidement, si vous voulez répondre, et après on finira là-dessus. Moi, je voulais d'abord remercier les différentes interventions dont celle des monnaies locales qui nous aident à construire notre deuxième rencontre. C'est pas la troisième, c'est la deuxième, qui sera sur le financement. Et donc, ça nous a donné plein d'idées sur les ateliers qu'on peut faire. Et vraiment, les ateliers sur voilà, la proposition. Vous avez fait la proposition, bien sûr, on y avait pensé aux monnaies locales. Voilà, votre idée sera reprise. Et puis, oui, moi je l'ai bien vu dans les débats publics, la question à qui est-ce qu'elle est toujours là. Et donc, effectivement, il va falloir avoir des positions très... voilà. Donc, moi sur... tout à l'heure, quelqu'un disait on va avoir un gouvernement de droite et on va avoir un revenu de base libérale. Est-ce que... Ce que je regrette, c'est que je ne vois pas une proposition alternative, ça c'est mon regret, qui serait une proposition d'un revenu de base qu'on pourrait étiqueter de gauche. Je trouve que c'est une vraie lacune. Alors je sais que c'est pas le mouvement. J'ai bien compris que le mouvement français du revenu de base était transpartisan, que c'était pas leur rôle, hein, mais je parle sur le plan politique. Voilà, bon, je crois que Marc de Basquiat, par exemple, il est très souvent invité parce qu'il a une proposition assez complète et que c'est important parce que quand vous venez parler du revenu de base, les questions qui reviennent, hein, vous les avez évoquées, c'est la question comment on finance. Baptiste Bilondo, il a une proposition de gauche. Ouais, mais il faudrait je lui ai suggéré d'en faire quelque chose qui soit un peu, voilà, qui puisse être repris, parce que voilà, les questions qui viennent, c'est financement, c'est est-ce que c'est une trappe à la protection sociale, est-ce que vous supprimez tout, etc. La question de l'universalité, et voilà, à qui vous donnez, c'est le montant, voilà. C'est les questions principales qui reviennent. Donc, quand vous avez quelqu'un qui arrive avec une proposition qui répond à ces questions, il est très souvent invité. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une alternative, une proposition un peu différente, mais qui réponde à toutes ces questions? Je dis sur le plan politique. Voilà, je regrette qu'on ne l'ait pas repris le gilet vert. Alors, je vais demander à chacun un mot de la fin. Le mot de la fin, oui, c'est vrai qu'on est alimenté. Alors, je vais répondre à une des questions qui a été posée tout à l'heure. Qu'attendez-vous des MFR-Bien et des MFR-Bien? Moi, j'attends qu'ils continuent à m'alimenter par mon travail. Le mot de la fin, c'est que vous avez bien compris que au-delà de l'effet d'acculturation, d'échange, de participation que la démarche qu'on va entreprendre vise, moi je tiens à dire que l'expérimentation c'est un vrai objectif. C'est pas non plus un prétexte. Pour moi c'est un vrai objectif, mais vous l'avez bien compris, je ne veux pas faire ça n'importe comment, entre quatre murs, avec 3 experts. Je veux que ça soit vraiment fait collectivement, mais j'espère que vraiment j'arriverai à faire cette expérimentation. Et comme mot de la fin, je voulais vous dire que vous pouvez vous féliciter parce que vous voyez que le débat commence à prendre forme un peu partout et même au Parlement. Donc, tant mieux. Hein. Pour moi, le mot de la fin, mais ça sera fin. Bravo. Et moi, au mot de la fin, c'est vous remercier tous pour être venus ici, chacun des élus. Et
ça nous redonne de la motivation à tous.